Bonjour et bienvenue dans la voie de PostEasy. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguéry et je vais partager avec vous mes quelques décennies d'expérience et mes réflexions du quotidien. De la vente de costumes au sentier, de jeux vidéo en passant par les premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et aujourd'hui je développe une application. Tout ça entre succès, plantage, fun et aussi de très belles rencontres. Bref, je vis la vie d'un entrepreneur. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le commerce, l'intelligence artificielle, le marketing ou encore les neurosciences, mais surtout, je vais également interroger des femmes et des hommes de la vraie vie pour qu'ils nous partagent leur réalité, en gardant toujours la même conviction, celle que je me suis construite au fil des années. Pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. Alors, si cette philosophie vous embarque, décollons avec ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous poser la question Fnac ou Apple. Alors, c'est assez générique, c'est surtout en quoi l'effondrement du B2C et de certains magasins en B2C nous enseigne sur le B2B. Pourquoi certaines enseignes n'ont-elles pas su se réinventer ? Pourquoi d'autres, comme Apple, continuent à attirer du monde dans leurs boutiques malgré un environnement ultra numérisé ? Les signes ne trompent pas. Micromania est en vente en France et au Canada. La Fnac a fermé son magasin emblématique des Champs-Élysées. Avant eux, d'autres enseignes historiques ont disparu ou ont drastiquement réduit leur présence physique. Ces fermetures ne sont pas qu'une question de digitalisation ou d'e-commerce. Amazon existait déjà lorsque Micromania remplissait encore ses magasins. Le e-commerce était déjà dominant quand la Fnac investissait des millions dans des espaces en centre-ville. Alors, pourquoi ces enseignes n'ont-elles pas su se réinventer ? Pourquoi d'autres, comme Apple, continuent-elles à attirer du monde dans leurs boutiques malgré un environnement ultra numérisé ? Le B2B doit-il y voir un simple phénomène de consommation ou une leçon sur l'évolution du comportement d'achat en général ? Parce que si les clients particuliers changent, les clients professionnels aussi. Et c'est l'actualité qui me fait réagir. Et quand j'ai lu cette news disant que Micromania était à vendre, que le magasin des Champs-Élysées avait fermé avec une situation ubuesque depuis son dernier jour, en gros, la vente de déstockage a été annulée par peur de mettre en danger les clients dans le magasin. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec mes clients B2B. Alors, il faut dire que je connais très bien la Fnac et Micromania pour avoir été leur fournisseur de jeux vidéo entre 1996 et 2004. 10 années à voir les évolutions des clients, de la communication, des jeux eux-mêmes d'ailleurs, et de la stagnation des retailers. C'est probablement pas de leur faute. Il est tellement complexe de faire bouger un paquebot avec plus de 400 magasins ou encore de demander à ses collaborateurs de tout simplement changer, de subir des charges exceptionnelles et exponentielles d'ailleurs face à une diminution de la visite et concernant le jeu vidéo de voir ses propres fournisseurs vendre en direct à ses propres clients les mêmes jeux mais avec des avantages impossibles à appliquer en magasin. La Fnac des Champs-Élysées a vu le public qui s'y promène changer. C'est l'avenue du luxe maintenant, pas de la culture ni du magasin traditionnel. En quoi la Fnac est-elle instagrammable face à la bâche géante représentant une Malle Vuitton ? Toutes ces raisons ont généré la chute de l'empire magasin que l'on a connu. Je suis convaincu que cette situation B2C a son pendant dans le B2B. Pour la contrer, il faut anticiper, et j'appelle cela le repositionnement. Et je suis un fervent défenseur de cette stratégie pour laquelle j'ai le plaisir d'accompagner de nombreuses entreprises du B2B. Je vais donc vous partager mon analyse qui, je le souhaite, permettra à toute personne qui a une action sur la stratégie de son entreprise de prendre du recul avec son propre marché et peut-être de gagner face au changement. Pour comprendre les échecs du B2C, il faut comprendre le problème de perception et non de digitalisation. Ce qui tue les magasins Fnac, Micromania, ce n'est pas l'e-commerce, c'est l'absence d'une raison impérieuse de s'y rendre. Prenons un acheteur de jeux vidéo en 2025. Il peut commander son jeu en ligne sans contrainte. Et d'ailleurs, sur les sites de Micromania et de la Fnac. Il peut également télécharger son jeu directement, sans même attendre une livraison. Les PlayStation Store ou Microsoft Store. Et s'il veut un produit physique, les offres sont parfois bien plus compétitives que dans ces deux enseignes-là. Alors, pourquoi irait-on aujourd'hui dans un magasin Micromania ? Que peuvent apporter les vendeurs en magasin aujourd'hui ? Ont-ils la connaissance nécessaire ou peuvent-ils encore concurrencer l'information qu'on trouve sur Reddit, YouTube ou encore TikTok ? Pour découvrir des nouveautés, le client a déjà été exposé à toutes les campagnes digitales avant même d'entrer dans un magasin.
Et pour ressentir une expérience, soyons honnêtes, Micromania, la Fnac et d'autres encore ressemblent encore à des magasins des années 2000. Où est l'expérience ? Alors il y a une exception, Apple, qui, quelque part, a transformé son point de vente en destination. L'entreprise est un acteur clé de la digitalisation et pourtant, ses Apple Store sont toujours bondés. Je préviens que j'ai bien conscience qu'Apple a des moyens colossaux pour mettre en place une stratégie, mais ceci dit, celle-ci a été mise en place par Steve Jobs lui-même et donc ça commence à remonter. On apprend d'ailleurs dans le livre de Walter Isaacson que Steve Jobs a imposé le marbre, le Pietra Serena, qui est un marbre bleu de Toscane, dans tous ses magasins, aux États-Unis principalement, bien évidemment. Mais il avait déjà une vision différente de ce que devait être un magasin Apple face aux autres magasins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'Apple a compris que le magasin n'était pas seulement un lieu de transaction, mais une extension de l'expérience produit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, mais imaginez, j'arrive un matin devant un Apple Store, quasiment vide, tous les conseillers discutent entre eux. Pourtant, je ne peux pas entrer directement dans le magasin. Il y a une file d'attente délimitée par des potelets avec un cordon. Là, il y a un employé, qui n'est pas un agent de sécurité, que j'appellerais un dispatcher, qui me demande mon prénom et la raison de ma visite. Je lui signifie, et il me laisse rentrer en me disant que Steve va venir me répondre dès qu'il aura terminé. Je suis invité à regarder pendant ce temps-là les produits, qui ont d'ailleurs été rangés avec un angle bien étudié pour m'inciter à les toucher. En gros, un angle qui fait que quand j'arrive devant l'ordinateur, je ne peux pas voir l'écran et je suis obligé d'ouvrir l'écran pour mieux voir. On connaît l'adage, un produit touché égale un produit acheté. Et arrive Steve qui me renseigne et j'achète ce que j'aurais pu acheter sans lui, très honnêtement. Mais dans la réalité, il est venu me voir en m'appelant par mon prénom, pour jouer sur cette notion de proximité et puis un peu de générer chez moi une fierté, et pour me confirmer que mon idée était la bonne et que je pouvais procéder à mon achat en toute confiance. Résultat, je suis ressorti 100% rassuré et je n'ai pas eu la notion d'acheter mais de faire le bon choix. Et là, vous avez toute la philosophie qui m'habite depuis des années. Alors, il faut voir que les clients ne sont pas accueillis. Ils sont immédiatement plongés dans l'univers Apple. Il n'y a pas de comptoir avec des caisses classiques. Tout achat est fluide et naturel et il est réalisé directement par l'employé, directement avec l'acheteur. Les vendeurs ne sont pas perçus comme des vendeurs, mais comme des experts, voire des ambassadeurs de la marque. Et enfin, les clients viennent autant pour apprendre que pour acheter, puisqu'il y a des ateliers de démonstration, en tout cas des ateliers de formation même, c'est organisé comme ça, et des démonstrations. Ceci dit, ce modèle ne garantit pas que l'on achètera plus souvent un iPhone, mais il transforme la perception de la marque et surtout la relation que l'on a à la vente bien différemment de tout ce que l'on peut trouver ailleurs. Rien ne m'a été vendu, j'ai décidé d'acheter. Alors je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le B2B et de me demander, suivez-vous le mouvement ou est-ce que vous l'anticipez ? Le comportement des acheteurs B2C change et ceux du B2B tout autant. Un acheteur professionnel en 2025 n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il s'informe bien avant de contacter un fournisseur, il consulte des études de cas, des webinaires, des publications, que ce soit sur le web ou les réseaux sociaux. Il attache plus d'importance à l'expérience et à la relation qu'au produit seul. Il ne cherche pas seulement une solution, mais un partenaire qui va lui permettre de faire les bons choix. Et aussi, j'ajoute, de justifier ce même choix à son N+1. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point lors des formations que je fais avec les commerciaux, c'est que j'aime à leur préciser qu'un acheteur, qui n'est ni un actionnaire ni un propriétaire de l'entreprise, n'est pas là pour la faire croître. Non, il est aussi là pour garder son job et avoir des augmentations. Et si vous ne me croyez pas, analysez simplement les réactions des acheteurs avec qui vous êtes et vous verrez que la première des choses, c'est d'abord son propre intérêt. C'est logique, tout le monde fait pareil. Et enfin, le dernier point, puisqu'on parle de l'acheteur, il s'attend à une fluidité, une efficacité maximale. C'est comme en B2C. Il veut des transactions simplifiées, des interactions claires et des démarches sans friction. Les sites de vente en ligne l'ont habitué à recevoir une information à toutes les étapes du tunnel d'achat, jusqu'à la livraison dans sa boîte aux lettres. Il veut la même rassurance en B2B. Et dans ce contexte, les entreprises B2B doivent se poser une question essentielle. Se contentent-elles d'exister sur leur marché ou transforment-elles le secteur ? Je propose 3 scénarios pour le B2B. Forcément, il y en a un qui est mieux que les autres. Mais prenons le scénario que j'appellerais Fnac. Vendre un produit comme tout le monde et sans surprise. Donc il y a certaines entreprises B2B aujourd'hui qui restent bloquées dans un modèle de vente transactionnelle classique. Elles ont un bon produit, elles le vendent, elles font des efforts pour être plus visibles, mais elles ne changent pas les règles du jeu. Ces entreprises sont considérées comme la Fnac aujourd'hui. Elles ont encore des clients, mais elles ne sont plus indispensables. Elles subissent les tendances plus qu'elles ne les créent. Le risque, c'est de se retrouver en difficulté dès qu'un concurrent plus innovant change la façon d'acheter. On a le mode aussi
Amazon, tout misé sur l'efficacité et l'automatisation. Il y a des entreprises qui ont adopté ce modèle où l'achat est simple, rapide et sans friction. En B2B, cela peut passer par une plateforme d'achat ultra intuitive, accessible immédiatement. Une réduction des délais et des étapes inutiles dans le processus de commande. Ou encore une automatisation avancée du parcours client. C'est une stratégie efficace, mais qui, à long terme, peut exposer à une bataille des prix où seuls les plus gros vont survivre. Le risque, si une entreprise concurrente peut faire plus rapide et moins cher, la fidélité disparaît immédiatement. Et enfin, Apple, qui fait en sorte que l'achat soit une évidence. Et là, les entreprises ont compris qu'il ne suffit pas d'être efficace, il faut rendre l'achat irrésistible. Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut créer une vraie expérience client, que ce soit via un service d'accompagnement premium, des formations exclusives, un parcours client repensé, l'interaction avec l'entreprise qui doit devenir mémorable. Il faut aussi positionner ses équipes comme des experts et non des commerciaux. Dans une entreprise qui fonctionne comme Apple, le vendeur n'existe pas. Il y a des experts qui guident pour permettre aux clients de faire le bon choix. Et enfin, il faut transformer l'offre en un standard. Apple ne suit pas les tendances, il les impose. En B2B, les entreprises qui réussissent sont celles qui créent une offre qui rend la concurrence obsolète. Alors le résultat, un client qui veut acheter avant même d'avoir été sollicité. À la lecture de tout cela, quelle entreprise B2B souhaiteriez-vous être ? Alors j'ai bien la réponse, mais je vous donne les deux choix. Le client, on l'a vu, achète différemment. Alors Fnac et Micromania ont tenté de suivre un marché au lieu de le devancer. Résultat, elles ferment des magasins. Apple a imposé un standard et une expérience que personne d'autre ne propose. Résultat, ces magasins, les Apple Store, sont toujours pleins. Le B2B est à la croisée de ces chemins. Les signes avant-coureurs sont là. À vous de choisir de les ignorer ou d'en faire une opportunité. Vous faites comme vous voulez. Mais vous connaissez vos concurrents, vous avez le retour de vos clients, vous voyez si vos fournisseurs veulent vous évincer. Donc les solutions, elles sont chez vous. Moi, je les connais pas dans votre métier personnel, mais ce dont je suis certain, c'est que si vous gardez la tête baissée, vous ne verrez rien arriver. Alors je vous propose 3 questions pour vous inspirer. La première, vos clients viennent-ils spontanément vers vous ou devez-vous toujours les convaincre ? La deuxième, vos commerciaux sont-ils perçus comme des experts ou comme de simples vendeurs ? Et enfin, dans votre secteur, diriez-vous que vous suivez la tendance ou que vous imposez votre propre standard ? Je vous laisse à ces réflexions et vous remercie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il est fait pour vous transmettre des informations et des idées pour que vous puissiez vous-même agir. Alors, un grand merci. Je fais comme tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles, le maximum, partagez-le et surtout, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.